Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 26 octobre 2021. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Tout de suite, direction les marchés qui continuent de grimper ce mardi, toujours soutenus par des résultats d'entreprises bien accueillis, surtout euh, concernant le marché américain. On a quand même eu Tesla et Facebook qui ont dopé les indices. Facebook a publié ses résultats après la clôture, mais dans l'ensemble avait réalisé une belle séance hier et Tesla s'est même envolé de plus de 12%. Le Dow Jones et le S&P 500 ont signé de nouveaux records lundi. Wall Street entamant d'un bon pied une semaine quand même riche en résultats, comme on a pu le voir hier dans la partie macro, notamment ceux des poids lourds du secteur technologique. Donc là, on a eu Facebook, on a encore pas mal de poids lourds de la tech qui vont publier leurs résultats mercredi et jeudi. Alors, la séance hier a surtout profité au Nasdaq, qui, porté notamment par Tesla et PayPal, est lui aussi proche d'un nouveau record. Donc, Tesla, hier, a franchi quand même le cap des 1000 milliards de capitalisation boursière après la commande de 100 000 d'essais voitures par le géant de la location Hertz et aussi une recommandation de Morgan Stanley relevant son objectif de prix à 1200$ au lieu de 900$ par action. Bon, ce qui est cocasse dans l'histoire, c'est qu'on voit vraiment l'effet des banquiers centraux et de l'injection des liquidités, car rappelez-vous, Hertz était à deux doigts de faire faillite lors de la crise du Covid au mois de mars-avril. Euh, Hertz est à deux doigts de s'effondrer. Le groupe allait déposer la clé sous la porte. Et finalement, le géant de la location parvient quand même à effectuer une commande de 100 000 voitures auprès de Tesla. Et derrière, ce dernier profite de cette commande pour s'envoler de plus de 12%. Tesla, dont le titre a quand même gagné plus de 28% ce mois-ci, comme je vous le disais, a porté le S&P 500 et le Nasdaq, qui ont été aussi bien aidés par PayPal, dont la décision de renoncer au rachat de Pinterest pour 45 milliards de dollars a été quand même globalement bien accueillie par les investisseurs. Enfin, Facebook, pareil, qui a gagné avant la publication de ses résultats 1,26% à la clôture, a terminé justement en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels. Globalement, les résultats sont bien accueillis, même si Facebook a averti de la politique de confidentialité des données d'Apple par rapport aux publicités, ce qui pourrait peut-être un peu pénaliser les revenus issus de la pub. Mais ce n'est pas grave, puisque derrière, le marché s'en fiche. Facebook a annoncé un rachat d'actions de 50 milliards de dollars. Donc à partir de là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Facebook rachète ses actions pour les détruire, ce qui permet de faire gonfler artificiellement le cours de bourse. Donc là aussi, quand on a beaucoup d'argent sur les marchés, c'est ce qu'on appelle un peu l'argent magique. Et finalement, les résultats, c'est bien, mais c'est pas si important. Par contre, racheter ses actions, ça, c'est encore mieux. Effectivement, en pré-market, Facebook est dopé surtout par cette news. Et rappelez-vous, je vous avais quand même montré un graphique il y a la semaine dernière. Les records de buyback. Et le précédent record, c'était celui de 2018. Et je vous disais que d'ici la fin de l'année, aux États-Unis, je pense que je m'attends très facilement à des rachats d'actions dépassant les 1000 milliards. Donc là, Facebook vient d'ajouter 50 milliards de plus au montant total effectué depuis le début de l'année de la part des entreprises. Globalement, si les attentes des analystes financiers ont été revues en hausse ces dernières semaines, le marché surveillera quand même de près les résultats des grands noms de la tech avec Microsoft,
Alphabet, Apple et Amazon qui vont publier jeudi. Donc là, normalement, on a, si je ne dis pas de bêtises, Microsoft et Alphabet qui publient ce jour et Apple et Amazon qui publieront jeudi. En Europe, eh bien forcément, les bourses européennes progressent après les records inscrits à la veille à Wall Street et les résultats globalement bien accueillis publiés par plusieurs grands noms de la cote. On a aussi eu la publication de la banque suisse UBS. Forcément, ces facteurs ont pour l'instant pris en tout cas le pas sur les craintes liées au secteur immobilier en Chine, où par contre un quatrième promoteur, Modern Land, se dirige vers un défaut financier faute d'avoir honoré une échéance obligataire due ce mardi, Evergrande. Donc là, pareil, un dossier toujours épineux, celui de Evergrande. Pour le moment, bon, le marché prévoit, en tout cas, préfère voir le verre à moitié plein. Mais attention à l'effet domino si derrière, ça se complique un peu pour Evergrande et par effet ricochet, on vient taper aussi d'autres promoteurs immobiliers qui pourraient créer quelques secousses sur les marchés. Néanmoins, encore une fois, face à ça, on a eu ce matin la Banque de Chine, la Banque centrale de Chine qui a injecté pas mal de liquidités sur les marchés pour justement éviter que le marché s'emballe. Donc derrière, comme vous le savez maintenant, qu'on injecte un petit peu de liquidité, forcément ça rassure les marchés et puis ça l'aide un peu à bien repartir. L'agenda macroéconomique, lui, s'annonce relativement maigre ce mardi, puisque les seuls indicateurs du jour proviendront des États-Unis, où seront publiés dans l'après-midi les ventes de logements neufs, puis l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Enfin, pareil, des marchés qui sont aussi, je ne dirais pas prudents, mais qui sont un peu dans l'attente, étant donné que les investisseurs devront et surtout vont attendre la réunion de la BCE prévue jeudi, ou encore l'apparition des chiffres de l'inflation en zone euro programmés pour vendredi, pour voir enfin peut-être une tendance de fond se dessiner, ou du moins espérer poursuivre ce rebond, cette reprise haussière qu'on a en Europe, et derrière, pourquoi pas, inscrire encore une nouvelle fois des nouveaux records pour les marchés américains. Donc là, à court terme, les stats micro sont plutôt bien accueillis, les résultats rassurent, et en fin de semaine, on attend les banquiers centraux et les chiffres de l'inflation qui, pareil, vont permettre logiquement de donner un peu plus de visibilité et ainsi guider le marché pour confirmer justement la tendance de fond dans laquelle les marchés évoluent actuellement. Côté macro, eh bien, le constructeur fabricant en tout cas de voitures électriques, Tesla, a dépassé la barre des 1000 milliards de capitalisation boursière. Et encore une fois, la logique ne gouverne pas la bourse, car effectivement, quand on voit la capitalisation boursière de Tesla, je crois qu'elle a même dépassé celle de Facebook, justement en clôture. On a dépassé la barre des 1000 milliards et juste pour mettre les choses en perspective, Tesla pèse plus que le numéro 1 qui est Toyota, qui vend quand même énormément de voitures dans le monde, suivi de Volkswagen, Mercedes, General Motors, BMW, Ford, Ferrari, Honda. Et ensuite, on a quand même quelques autres constructeurs, mais plus petits. Là, globalement, les poids lourds, ça reste quand même Toyota surtout, Volkswagen, Mercedes, mais quand même, Tesla arrive à englober l'ensemble de ces constructeurs. Comment expliquer ceci? Certains diront que c'est une aberration, qu'il faudrait remettre les pieds sur terre. Effectivement, les fondamentaux de Tesla sont
correct, je trouve, mais Tesla ne vend pas autant de voitures que Toyota, ni que Volkswagen, ni que Mercedes. Très clairement, on est encore loin du compte. On a enfin enregistré des bénéfices intéressants, il me semble, au T3 aux alentours de 1,6 milliard. Néanmoins, ça ne reste pas à la hauteur comparé à ces constructeurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Tesla, comme Apple, comme Amazon, comme Netflix, comme Microsoft, Tesla n'est pas simplement un fabricant de voitures électroniques. Microsoft n'est pas un fabricant ou un constructeur de logiciels. Alphabet n'est pas seulement un moteur de recherche. Amazon n'est pas seulement du e-commerce. C'est bien plus que ça. Microsoft, c'est des ordinateurs, c'est des logiciels, c'est Teams, c'est des rachats de plein de sociétés différentes. Alphabet, c'est exactement la même chose. On a de la recherche énormément dans l'intelligence artificielle et dans d'autres domaines. Apple, bon, bah, ils veulent se lancer eux aussi dans les voitures électriques. On a Apple Pay, bientôt peut-être ils vont se lancer dans les cryptos. Amazon, c'est pas seulement du e-commerce, on a aussi du streaming, on a plein d'autres choses derrière. On a une série qui va débuter, Le Seigneur des Anneaux, un blockbuster qui est censé sortir à partir de l'année prochaine. Bref, on voit que ces sociétés ont plusieurs cordes à leur arc et ne sont pas uniquement réduits à un seul domaine. Et Tesla, c'est la même chose. Tesla, c'est SpaceX, et pour l'instant, SpaceX réussit plutôt bien. Et c'est l'avenir. Est-ce que les voitures électriques de Tesla sont l'avenir? Bon, eh bien, j'ai envie de dire qu'il faut laisser du temps au temps. En tout cas, les investisseurs estiment qu'on est sur une valeur de croissance et qui pourrait exploser encore dans les années à venir. Et que derrière, voilà, Tesla, on a un personnage assez atypique. Comme je le disais, quand les gens qui achètent Tesla, c'est une marque aussi avant tout, c'est une image. Ils ne voient pas que Tesla, ils voient SpaceX. Et encore une fois, je vous rappelle que Tesla est aussi dopé par le cours du Bitcoin, car Elon Musk a fait l'acquisition je ne sais plus de combien, je crois 1,2 milliard si je ne dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement la somme, mais il a fait l'acquisition de pas mal de BTC aux alentours de 35 000, 40 000 $, et forcément, ça rentre dans son bilan, et actuellement, quand on voit le cours du BTC, eh bien, cela profite aussi à la valeur Tesla. Voilà comment expliquer cette hausse impressionnante, mais effectivement, d'un point de vue des constructeurs et des ventes automobiles, parfois on a l'impression que les investisseurs devraient remettre des pieds sur terre. Mais la bourse a toujours raison. Ici, nous avons la saisonnalité du S&P 500. Et après avoir tapé un creux, effectivement, au mois d'octobre, donc là c'est un graphique qui est déjà vieux, j'ai envie de dire, étant donné que le S&P a déjà inscrit un nouveau plus haut, mais globalement on constate que la saisonnalité est plutôt bonne pour le dernier trimestre. On a eu plusieurs données qui ont été backtestées, ici c'est l'historique moyen en noir, et pour l'instant on dit souvent que l'histoire ne se répète pas, mais parfois elle rime. Et effectivement, on a quand même une corrélation assez impressionnante, je trouve, sur l'évolution du S&P actuellement par rapport à sa moyenne historique. Et effectivement, on est venu faire notre creux au mois d'octobre, et là, le marché est reparti et a de nouveau inscrit un plus haut historique. De ce fait, on pourrait terminer une nouvelle fois, je pense, l'année en fanfare, très clairement, atteindre l'objectif de Goldman Sachs qui est au 31-12, un S&P à 4600. Et selon ce modèle, ce sera aux alentours de 4007, voire 4850. En tout cas, on en prend le chemin, ça semble bien parti. Et globalement, c'est un graphique que je voulais vous présenter juste pour vous dire que
la saisonnalité du T4 est positive pour les marchés financiers. Même chose ici pour le Bitcoin, c'est exactement la source Top-Down Chart qui a publié ces données pour le S&P et le BTC. Donc là, c'est pareil, on a un BTC qui a déjà fait sa soucoupe ici, sa reprise en U qui est venue une première fois casser son ancien plus haut historique. On est en train d'effectuer le pullback sur le gros support. Mais encore une fois, le mois d'octobre et de novembre surtout sont d'excellents mois pour le BTC. Il me semble que sur le mois d'octobre, la performance moyenne est de 31% globalement. Actuellement, on enregistre une hausse sur le mois de 44%, 45%. Et au mois de novembre, par contre, d'un point de vue de la saisonnalité, le mois de novembre est encore meilleur que le mois d'octobre, avec en moyenne une hausse de 44%, je crois. Donc très clairement, des actifs qui ont toujours le vent en poupe. Voilà pourquoi j'évoquais une fin d'année en beauté pour certaines classes d'actifs, celles qui surperforment, les valeurs les plus haussières. Malgré les risques qu'on a sur les marchés, globalement, on constate que les investisseurs préfèrent voir le verre à moitié plein. Et ils se disent que l'inflation, je pense, est transitoire selon eux et que de toute manière, les banques centrales sont là pour venir à leur rescousse si tout va mal. Bon, on pourrait avoir effectivement une fin d'année plutôt correcte, voire même terminée en fanfare, comme je vous le disais. Après, je m'attends à un premier trimestre 2022 ou à un deuxième trimestre 2022 plus compliqué, car là, on aura déjà moins de croissance, on parlera déjà plus de reprise économique, ce sera déjà derrière nous, les marchés vont se projeter. Donc forcément, si on a une croissance un peu molle et une inflation finalement qui n'est pas si transitoire que ça, je pense que les risques vont de nouveau pointer leur bout de leur nez et ça pourrait être compliqué, à mon avis, le début 2022, le premier semestre 2022 pour les marchés. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Côté graphique, le CAC 40 qui est quasiment venu chercher son objectif 6780, mais bon, rien n'a changé pour moi sur l'indice. Je reste haussier, je vise toujours les 6780, mais pas de plan de trading comme d'habitude. Le marché reste plutôt mou, je trouve. Oui, c'est haussier, mais c'est un peu mou, tout simplement. Voilà, on a des actifs, on a pas mal d'actions. Là, pour le coup, sur le CAC 40, voilà, c'est toujours cet objectif des 6780, mais on n'est pas revenu sur des niveaux de support clés. Là, pour moi, ce serait éventuellement un retour sur la Tenkan. Voilà, revenir sur la Tenkan, combler le gap, pourquoi pas faire un excès sur les 6685 et dans ce cas-là, tenter de se positionner à l'achat pour de nouveau repartir dans le sens du flux qui est haussier pour aller chercher les 6780. Et encore une fois, en cas de cassure, par contre, je viserai ce fameux gap de rupture. Mais pour l'heure, à court terme, bon, on n'est pas vraiment sur des niveaux clés. Voilà, le niveau qui va m'intéresser maintenant, ce serait déjà la sortie de ce range. Et si on échoue, repartir en direction de notre Kijun, 4 heures, venir prendre appui dessus avec la Tenkan Daily, combler le gap. Et ici, pourquoi pas chercher des achats dans cette zone uniquement. Et par contre, en cas de cassure, eh bien, si vous êtes déjà à l'achat, laissez-vous porter car logiquement, le marché a une mémoire et derrière, il pourra être attiré pour venir combler le gap. Néanmoins, encore une fois, je ne vais pas trop m'avancer, mais malgré la pluie de résultats qu'on a en Europe, je
pense que les marchés vont plutôt continuer à évoluer dans ce range-là, peut-être faire des excès, mais ne pas prendre de risque de poursuivre leur ascension, si vous voulez, avant les propos et la réunion de la BCE jeudi. À partir de jeudi, effectivement, on verra si les marchés ont envie de poursuivre et d'accélérer, si la Banque centrale se veut rassurante et accommodante une fois de plus. Le DAX, le TP a quasiment été fait à 15 800. Celles et ceux qui ont payé sur le support Tenkan Kijun prennent des bénéfices et remontent leur stop. Ici, suite au setup cassure Tenkan Kijun avec pullback derrière, objectif quasiment atteint pour moi. Enfin, premier TP quasiment atteint, c'était les 15 008. Deuxième TP, ce serait la borne haute du range. Donc là, la stratégie est plutôt simple. Derrière, on a eu un beau gap en plus d'éjection. Donc, mise à BE du stop, très clairement. Prise partielle de bénéfices. On n'est pas loin de la zone des 15 008. On est sur une zone aux alentours de 15 785, 15 800. Bon, on est quasiment venu taper l'eau de la zone, mais globalement, une première prise de bénéfice doit s'effectuer sur ce niveau-là. Mise à BE du stop, normalement, c'est déjà fait. Et dans l'espoir que le marché, maintenant, poursuive son ascension et aille chercher la borne haute du range. Voilà, pour moi, on est dans un range. On a une résistance intermédiaire à 15 008. Si elle casse, je viserai de nouveau la borne haute vers les 16 000 points, 16 030, 16 050 sur Excel. Ici, une prise de bénéfice doit s'opérer. On remonte les stops et maintenant, on attendra que le marché ait suffisamment de force pour aller chercher les 16 000 points. En données 4 heures, on avait ce fameux range. C'était même en données horaires. Rappelez-vous ici, on est venu chercher l'objectif théorique. Si je décale et que je suis un peu précis, hop, voilà, quasiment à un point près. Mais un objectif, je dirais pas majeur, mais un objectif de court terme a été atteint, cette sortie de range. Donc maintenant, à vous voilà, d'adopter une bonne gestion, encore une fois, de votre money management. Donc, TP1 fait, et maintenant, on laisse courir ce trade dans l'espoir que le marché réussisse à aller chercher le TP2. Il faut regarder les futurs. On a plus d'informations sur les futurs que sur le cash. Voilà, on a un beau canal haussier en données 4 heures. Ça donne à peu près ça. Venir mettant TP2, c'est borne haute du canal. Là, j'étais sur le cash. Sur le cash, on n'a pas un historique aussi long, étant donné que les horaires de cotation, c'est 9h et 17h35. Tandis que sur le futur, ça code de 2h du matin jusqu'à 22h. Et sur les CFD, c'est 24 heures sur 24. Donc là, on a un historique de prix un peu plus long. Effectivement, on a eu la sortie du range H1 par le haut, objectif atteint. Maintenant, TP2, borne haute de ce range. Borne haute du canal aussi. Pardon. Et effectivement, ça coïncide avec la borne haute du range qu'on a étudié sur le cash. Le Dow Jones, c'est haussier, le Dow Jones, toujours bien orienté à la hausse, aucune raison de vendre le Dow Jones, surtout en l'absence d'un signal technique baissier, objectif théorique toujours inchangé, 36 000 points. Alors oui, on est monté un peu haut, un peu vite, je vous l'accorde, mais le marché a toujours raison. Et les résultats sont bons, encore une fois. Donc là, on a Microsoft et Apple qui vont publier. Ces deux composantes, enfin du moins ces deux titres composent le Dow Jones.
forcément, si les résultats sont bons, vu leur pondération au sein de l'indice, on peut très facilement aller chercher les 36 000 points. En tout cas, nouveau record hier en clôture, on casse la résistance, aucun signal de vente en données H1, même 4 heures, les acheteurs gardent la main. Je vais quand même aller voir les futurs pour voir un peu l'état de l'état des prix, mais bon, les futurs sont dans le vert, c'est haussier, c'est bien orienté à la hausse toujours. On a cassé la résistance, faut se laisser porter par le courant acheteur en fait, tout simplement. Et puis attendre patiemment, voilà, la zone vers les 35 950, 36 000 pour prendre des bénéfices. Bon, en tout cas, analyse assez rapide, étant donné que c'est haussier, on poursuit, l'objectif théorique n'a pas été atteint de sortie de range, et, excusez-moi, et la prochaine résistance clé se trouve voilà, aux alentours des 36 000, même si on fait un repli sur le support, l'alerte baissière en tout cas est posée si on repasse sous 35 400. Voilà. Là, en plus, on a la MM50 qui va remonter, donc j'attendrai cassure de cette zone couplée à la MM50. Mais sinon, ça reste haussier. Pourquoi pas un repli ici? Bon, ça n'entacherait pas en tout cas la dynamique haussière, enfin, la reprise haussière, mais globalement, je reste positif et je table toujours sur un nouveau record aux alentours des 36 000 points. L'euro-dollar, l'euro-dollar qui s'essouffle, je ne trouve pas d'ailleurs. Okay. L'euro-dollar qui commence à s'essouffler tout simplement, je n'ai pas aimé la sortie de range effectivement donnée 4 heures. Ici, cassure du support. Je vous invitais même à mettre votre stop à break-even suite à l'avalement haussier d'il y a quelques semaines, en cas de cassure de ce niveau. Et effectivement, pour l'instant, je suis... Bon, alors soit c'est une fausse cassure, mais on a quand même eu un bel avalement baissier ici. On a ouvert en plus avec un gap haussier sur le Forex en début de semaine. Derrière, on est venu casser le support et on a avalé la bougie précédente. Donc là, pareil, voilà pourquoi je vous disais, en tout cas, si on cassait les 1,1620, de mettre votre stop à break-even si vous étiez acheteur ici, car on pourrait avoir une fin de rebond et repartir en direction des 1,1530. Effectivement, j'aime pas la bougie qu'on a effectuée hier. Voilà, pour moi, on a un signal baissier et en parallèle, on a enfoncé le support des 1,1620. Donc là, à voir si on effectue un pullback, à surveiller, mais pourquoi pas repasser vendeur pour aller chercher les 1,1530. Ce qui me dérange en fait, si vous voulez, c'est qu'on a la BCE dans 2 jours. Donc ça fait un peu casino. Et ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand on n'a pas d'avance. Car effectivement, il reste moins de 48 heures. Quand on a un peu d'avance, effectivement, ça permet d'adapter son money management. Mais là, si l'euro chute pas un peu, ça laisse pas beaucoup d'avance. Et après, c'est trading casino. Car l'euro peut très bien repartir à la hausse comme à la baisse. Mais techniquement, bon, voilà, ça se dégrade. Et après, fondamentalement, c'est compliqué de se positionner sur les paires en euros juste avant la banque centrale. Généralement, on attend quand même que la poussière retombe avant de prendre position. Et là, on va quand même surveiller la clôture ce soir pour savoir si effectivement on a fait une fausse cassure et inter ou si uniquement c'est juste un gros pullback. Et derrière, on va bien confirmer l'avalement baissier et repartir en direction des 1,1530. Globalement, la dynamique reste baissière, mais
j'ai changé de cap et je n'ai plus l'objectif, en tout cas, je n'ai plus les 1,1710 en objectif, étant donné que, voilà, sortie du canal baissier, sortie par le bas du range, avalement baissier daily, bref, des éléments techniques qui m'invitent quand même un peu à la prudence et qui suggèrent une fin de rebond et pourquoi pas une reprise en direction des 1,1530. Maintenant, à confirmer en clôture ce soir si oui ou non le marché parvient à reconquérir les 1,1620 en clôture. L'euro GBP, c'est bien. C'est le plan vendeur est toujours bon. Certains avaient peut-être vu hier la cassure Tenkan Kijun. Ici, dans le sens, on était certes dans un range, mais le nuage n'avait pas twisté et logiquement, qu'on a eu cette cassure, Chikou était juste ici et donc pile là, libre de tout obstacle. Donc derrière, un petit setup intéressant pour tenter de se repositionner dans le sens du flux qui est baissier pour les retardataires. Maintenant, on est sorti par le bas du range. Pareil, j'attends quand même confirmation de la bougie 4 heures dans un peu plus d'une heure. Mais globalement, notre plan est toujours vivant, je reste toujours baissier. On avait cette sortie de triangle ici, en données daily, on a effectué le pullback, on enfonce les précédents plus bas et maintenant il faut laisser la paire dégringoler pour aller chercher l'objectif théorique qui lui est le bas du range hebdomadaire à 0,83. Bon, peut-être qu'une petite prise de bénéfice pourra s'opérer à mi-parcours, mais globalement, j'ai pas vraiment de TP1, TP2, j'ai juste un TP1, série 0,83. Voilà, 0,83, 0,8310, pour moi, c'est vraiment le seuil clé et le niveau à aller chercher pour ensuite chercher de nouveau des achats sur la borne basse de ce rectangle. Globalement, toujours un biais vendeur, sortie de range en données 4 heures par le bas, donc on devrait assister à une accélération baissière dans les jours à venir. Peut-être mise à BE du stop avant la BCE. Et effectivement, ça peut être intéressant. Là, on va laisser le trade, mais jeudi avant la BCE, voilà, je n'ai pas de boule de cristal. Forcément, il faudra protéger le trade pour éviter une mauvaise surprise. GBP Yen. GBP Yen. J'aime beaucoup la dynamique du GBP Yen actuellement. D'une part, on a eu une cassure Tenkan Kijun, mais ici avec angle Tenkan surtout. Donc là, c'était un bon point, même si Chikou a eu du mal à sortir au niveau des prix. Mais globalement, on a une belle tendance haussière en weekly, sortie par le cassure Tenkan Kijun, donc setup de poursuite de la hausse. Et derrière, double creux. En fait, on est en train de valider un énorme double creux, ou du moins une sortie de range, et on est venu effectuer le pullback avant de repartir. Effectivement, vous voyez qu'on a une très belle zone de prix juste ici. Si je prends hop, ce sommet, hop, tac, le sommet qui est juste ici, avec l'accumulation des mèches juste là, vous voyez, tac, on passe par les points hauts, on trace la zone, on passe en données daily, et on constate qu'on est venu pullbacker la zone. Et c'est haussier, donc plutôt chercher des achats sur repli. Belle dynamique haussière, setup qui a sur Tenkan Kijun en données weekly, bon, qui a déjà quand même donné pas mal de pips, mais là, sorti d'un énorme range dans lequel on consolidait depuis 2016. Et effectivement, ça tient, on est venu faire le pullback et le sentiment que on pourrait aller chercher un peu plus haut. Donc je vais faire le suivi de cette paire, car globalement j'aime beaucoup la dynamique qu'on est en train de faire. On a fait notre repli, je pense que chercher des achats, pourquoi pas sur un repli, avec un stop loss sous les plus bas, c'est cohérent.
selon moi. En tout cas, à court terme, on a eu la divergence, ça a donné quelques points, ça repart. Pourquoi pas chercher un peu sur repli, stop loss sous les plus bas et se laisser porter par le courant acheteur, tout simplement. Et viser 160, 160, 159. La prochaine zone, elle est où exactement? 160, c'est ça, à peu près. 161 même. 161, 162, on a peut-être un niveau intermédiaire ici à 159,40. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, voilà, la configuration graphique dans laquelle la livre sterling s'inscrit face au yen japonais. Le gold, c'est bien parti. Encore un petit effort à fournir en données hebdomadaires, ce sera surtout la fameuse clôture. Vous voyez qu'on bute encore, hein, finalement, ça cale un peu. Comme je vous le disais en tout cas hier, deux stratégies possibles. Stratégie plus prudente d'attendre la clôture weekly. En attendant la clôture weekly, peut-être ça fait un petit retard sur l'accélération, mais on a une meilleure confirmation pour se positionner à l'achat, ou ça c'est la stratégie assez prudente, et l'autre stratégie un peu plus agressive, mais néanmoins qui reste assez cohérente je trouve, c'est de rentrer une première position ici, suite à la cassure de cette zone, et attendre la clôture weekly pour renforcer si confirmation. Encore une fois, je ne suis pas dans votre tête, je partage uniquement avec vous des stratégies autour de la gestion du risque et du money management. Après, libre à vous de faire comme bon vous semble. En tout cas, voilà, je mets en lumière deux stratégies possibles sur le gold. Effectivement, ça semble bien parti. En données journalières, on est au-dessus de la zone, confirmé hier. Bon, peut-être un pullback. Il faudrait mettre un stop loss assez large pour le coup. Encore une fois, certains mettront juste en dessous de la zone, d'autres sous les plus bas ici, très clairement, voire même sous les 1750, car je pars du principe qu'on va avoir une reprise haussière plus conséquente. Donc là, je vise vraiment 1830, 1850, et pourquoi pas même 1910, 1960. En tout cas, c'est mon plan. En données 4 heures maintenant, voilà, on est en train de faire le pullback, on se replie juste ici. Peut-être essayer de cadrer. On va mettre comme ça. Bon, on a ce canal très clairement. Mais j'aime, voilà, la configuration est assez propre en données 4 heures, effectivement, sentiment qu'on effectue le pullback. Un premier signal a été validé. Et maintenant, j'attends confirmation avec la bougie hebdomadaire. Et si la bougie hebdomadaire se confirme, eh bien, dans ce cas, c'est TP1 1830, TP2 et TP3 1910. Et puis, et pourquoi pas même, et même un peu plus, étant donné le contexte. En tout cas, voilà, ça se précise en données daily et la configuration est quand même plutôt plaisante, je trouve. Voilà. Enfin, une sortie de canal par le haut, cassure de résistance, pullback. Ce serait dommage que la clôture weekly vienne un peu gâcher la fête, si vous voulez mon avis, en fin de semaine et qu'on retombe derrière. Le Brent. Ça va être rapide sur le pétrole, hein. De toute façon, rien n'a changé depuis maintenant plusieurs séances. Vous connaissez le plan, c'est de trouver un signal vendeur sur zone. Est-ce qu'on est sur zone? Non.
La prochaine zone, c'est 90. Donc maintenant, je reste haussier, je vise 90, j'attends 90. Et sinon, la stratégie qui paye actuellement, c'est le filtre en données 4 heures qui consiste à payer tous les achats sur repli. Là, on se stabilise. Le pétrole reste quand même bien orienté. Toujours pas le moment de vendre. Tant qu'on ne casse pas l'oblique ni la moyenne mobile 50, pas d'alerte baissière. Les acheteurs gardent la main. Peut-être un biseau. Hop, voilà. On est dans un biseau. Voilà, un léger biseau. Mais voilà, moi, l'alerte baissière sera posée ici. Si on repasse sous les 84,50. Pour l'instant, bon, on n'a rien intégré, mais c'est pas pour autant qu'il faut être baissier. On est au-dessus de la zone, en fait, tout simplement. Cette zone-là, maintenant, ça devient une zone de support. Tout simplement, mince. Ça devient une zone de support, comme celle-là. Et on ne vend pas un support, on attend sa cassure. Voilà pourquoi j'attends maintenant patiemment une nouvelle accélération dans la zone des 90 pour cette fois-ci venir une nouvelle fois tenter de trouver des ventes sur signal. Le light, c'est exactement la même chose. Le filtre en données 4 heures. Bon, la bougie est intéressante pour le coup ici, effectivement. J'aime bien ce petit doji sur la zone, mais il faudrait qu'on ait une bougie flux derrière. Vous voyez, qu'on arrive à clôturer là et qu'on valide effectivement une étoile du soir doji. Et là, on aurait déjà un premier signal intéressant. Là, c'est un peu tôt, je trouve. Effectivement, on est dans la zone pour le coup, mais j'aimerais en tout cas que la séance du jour se caractérise par une bougie flux et une bougie qui a du corps pour valider un chandelier de retournement. Voilà mon avis. Maintenant, en données 4 heures, toujours pareil, ça permettrait, si on a une bougie flux, de sortir par le bas de ce canal et de casser la MM50. Et là, ça renforcerait l'hypothèse d'un mouvement correctif à venir. Mais pour l'heure, on est toujours dans le canal haussier, soutenu par MM50, on est dans la zone et l'étoile du matin, l'étoile du soir de J n'est pas validée. Donc pareil, tant que c'est pas validé, les acheteurs gardent la main et on surveillera la prochaine zone. Les cryptos. Les cryptos, c'est bien orienté, toujours, rien à dire, pas d'alerte baissière. Comme vu en introduction déjà, on a déjà pas mal évoqué le BTC, un peu les différents cycles. Pour l'instant, le plan se déroule sans accroc, très clairement. Que dire? On est venu pullbacker notre support. Le pivot clé, ça reste les 60 000 comme évoqué hier pour moi. Pour l'instant, pas d'alerte, c'est haussier. Aucune raison de vendre ça. Et puis, que dire de plus si ce n'est d'aller chercher de nouveaux records. Et effectivement, sur la bougie actuellement, on est à, je vous disais, c'est 31% en moyenne, on est à 43% de hausse sur le mois. Peut-être que le BTC va commencer à se stabiliser au-dessus de la zone. Effectivement, après une telle hausse, bon, ce serait normal de consolider, de se stabiliser au-dessus de cette zone, 60 000. Pourquoi pas un nouveau range, très clairement. Voilà, ce serait le nouveau range à trader sur le BTC. Achat en bas, bon, vente en haut, risqué, pourquoi pas, mais tenter toujours des achats sur repli, très clairement, dans l'espoir d'avoir un nouveau, une phase 3 de bull run. En tout cas, comme je vous le disais, pour moi,
on est dans un début de phase 3 de bull run. En tout cas, j'aimerais avoir confirmation avec la cassure de l'Ethereum et de nouveau la cassure des anciens plus ici. J'attends aussi la clôture mensuelle avant de m'avancer, mais j'estime voilà, qu'on est en train de démarrer une phase 3 de bull run sur le secteur des crypto-monnaies. Maintenant, en données 4 heures, pas grand-chose à ajouter, très clairement. Ça reste haussier, chercher des achats dans la zone plutôt. On peut tracer ce canal pour tenter de cadrer la dynamique haussière. Mais globalement, c'est pas baissier, tout simplement. Donc, pas d'alerte. Se laisser encore une fois porter par le courant. Si vous avez pris place à bord du train depuis la sortie du range ici, ou du biseau, eh bien très bien, maintenant vous souriez, vous remontez votre stop par ici, et puis vous espérez que le BTC aille inscrire de nouveaux records historiques. L'Ethereum, effectivement, on a eu la sortie du range, on est en train de sortir par le haut du range. Pareil, canal 4 heures pour cadrer, on avait ce fameux range dans la grosse zone, ici, et on est en train de sortir par le haut du range. Donc, si c'est validé derrière, je vise à court terme 4500, 4600. Et bien évidemment, à plus long terme, je vise bien plus haut. Et là, voilà, on a eu une belle bougie hier qui valide cette sortie de range pour moi. Là, on effectue le pullback sur la zone des 4180. Ça tient. Donc, prochain objectif, 4400, 4500. Et un objectif plus long terme, très clairement, à 5000. Si je veux être précis, j'ai un premier TP à long terme. « 5160. Ça, ce serait le TP1. Et le TP2. « 6200. Voilà. Je vous disais que j'allais évoquer avec vous, si on entamait une phase 3 de bull run et qu'on validait un peu cette soucoupe, les perspectives concernant les cryptos. Et effectivement, je suis quand même assez haussier sur le secteur. Je trouve que même si on regarde la capitalisation boursière des cryptos, elle se comporte super bien. On a eu une excellente news de Mastercard hier concernant les paiements avec les prestataires de services qui utilisent justement, enfin avec les prestataires qui utilisent le réseau Mastercard. Les planètes semblent alignées, en tout cas pour les cryptos actuellement. Maintenant, d'un point de vue technique, objectif moyen long terme, ce serait 5150 et 6200 pour l'Ethereum. Voilà mes perspectives concernant les cryptos, vous les connaissez. Donc, on fera le point maintenant d'ici quelques semaines, voire quelques mois, si je me suis planté ou pas. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Attention à votre exposition sur le Forex, notamment avec les paires en euros à l'approche de la BCE. Sur ce, très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.